maître, grand maestro Albert Camus, la chute. La problématique de ce livre, de ce roman de Camus, c'est ça. D'après moi, mon interprétation. C'est quoi la limite entre s'aider et aider les autres? À quel point il faut nous aider soi-même, aider les autres? La charité bien ordonnée commence par soi-même, oui, mais c'est à propos de l'histoire d'un avocat qui a succès dans sa vie, qui marche dans la nuit, à ma connaissance, donc je me rappelle bien parce que j'ai lu ce livre il y a quelques années, dans la nuit sur un pont, il entend la voix, le gémissement, la voix d'un homme que c'est en train de se noyer dans un fleuve, dans une rivière, et il demande d'aide, il dit au secours, mais il a deux choix, l'avocat. L'ignorer et continuer à marcher, ou risquer sa vie pour aider cette personne. Cet avocat qui défend la justice, cet avocat qui fait semblant défendre la justice, cet avocat qui est quelqu'un qui vit apparemment une vie digne, tant que je me rappelle bien, a décidé de continuer son chemin et ne pas risquer sa vie. Après ça, il tombe dans un dilemme, dans une situation, état mental, spirituel mitigé, confondu, perdu. Il commence à poser questions, et il commence à poser questions, questionner sa vie. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce que je raconte c'est exact, mais voilà, on va commencer à lire. Parce que j'ai lu l'extrait de ce livre il y a quasiment 20 ans. Pas 20 ans, 17 ans. C'est pas important. Albert Camus, La chute. Sur le pont, je passais derrière une forme penchée sur le parapet et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguais une mince jeune femme habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible, mais je poursuivis ma route, après une hésitation. J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Beaucoup de passés simples, je ne sais pas pourquoi passé simple, mais c'est chic. Ça commence, l'histoire. Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être important, voilà. Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside aux destinées de cet établissement. Il ne parle en effet que le hollandais. À moins que vous ne m'autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera pas que vous désirez du Genièvre. Voilà, j'ose espérer qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va, en effet, il se hâte avec une sage lenteur. Vous avez de la chance. Il n'a pas grogné. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit. Personne n'insiste. Être roi de ses humeurs, c'est le privilège des grands animaux. Mais je me retire, monsieur, heureux de vous avoir obligé.
Je vous remercie et j'accepterai si j'étais sûr de ne pas jouer les fâcheux. Vous êtes trop bon. J'installerai donc mon verre auprès de vôtre. Vous avez raison, son mutisme est assourdissant. C'est le silence des forêts primitives, chargé jusqu'à la Gaule. La Gaule. Je m'étonne parfois de l'obstination qu'met notre taciturne ami à bouder les langues civilisées. Son métier consiste à recevoir des marins de toutes les nationalités dans ce bar d'Amsterdam, qu'il a appelé d'ailleurs, on ne sait pourquoi, Mexico City. Avec de tels devoirs, on peut craindre, ne pensez-vous pas, que son ignorance soit inconfortable? Imaginez l'homme de Cro-Magnon pensionnaire à la tour de Babel. Il souffrirait de dépaysement au moins. Mais non, celui-ci ne sent pas son exil. Il va son chemin, rien ne l'entame. Une des rares phrases que j'ai entendues de sa bouche proclamait que c'était à prendre ou à laisser. Que fallait-il prendre ou laisser? Sans doute notre ami lui-même. Je vous l'avouerai, je suis attiré par ces créatures tout d'une pièce. Quand on a beaucoup médité sur l'homme, par métier ou par vocation, il arrive qu'on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n'ont pas, eux, d'arrière-pensée. Notre hôte, à vrai dire, en a quelques-unes, bien qu'il les nourrisse obscurément. À force de ne pas comprendre ce qu'on dit en sa présence, il a pris un caractère défiant. De là, cet air de gravité ombrageuse, comme s'il avait le soupçon, au moins, que quelque chose ne tourne pas rond entre les hommes. Cette disposition rend moins facile les discussions qui ne concernent pas son métier. Voyez, par exemple, au-dessus de sa tête, sur le mur du fond, ce rectangle vide qui marque la place d'un tableau décroché. Il y avait là, en effet, un tableau, et particulièrement intéressant. Un vrai chef-d'œuvre. Eh bien, j'étais présent quand le maître de séance l'a reçu et quand il l'a cédé. Dans les deux cas, ce fut avec la même méfiance. Après des semaines de rumination. Sur ce point, la société a gâté un peu. Il faut le reconnaître, la franche simplicité de sa nature. Notez bien que je ne juge pas. J'estime sa méfiance fondée et la partagerai volontiers si, comme vous le voyez, ma nature communicative ne s'y opposait. Je suis bavard, hélas, et me lie facilement. Bien que je sache garder les distances qui conviennent, toutes les occasions me sont bonnes. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Ah, je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode et pour le beau langage en général. Faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût de linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas purs. Mais oui, reprenons du Genièvre. Ferez-vous un long séjour à Amsterdam? Belle ville, n'est-ce pas? Fascinante. Fascinante? Voilà un adjectif que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Depuis que je quittais Paris. C'était mal écrit. Quittais Paris. Justement, il y a des années de cela. Mais le corps a sa mémoire et je n'ai rien oublié de notre belle capitale, ni de ses quais. Paris est un vrai trompe-l'œil. Un super décor habité par 4 millions de silhouettes. Près de 5 millions au dernier recensement. Allons, ils auront fait des petits. Je ne m'en étonnerai pas. Il m'a toujours semblé que nos concitoyens avaient deux fureurs. Les idées et la fornication.
à tort et à travers, pour ainsi dire. Gardons-nous d'ailleurs de les condamner. Ils ne sont pas les seuls, toute l'Europe en est là. J'aurai parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne. Ils forniquaient et lisaient les journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j'ose dire, épuisé. Les Hollandais, oh non, ils sont beaucoup moins modernes. Ils ont le temps, regardez-les. Que font-ils? Eh bien, ces messieurs-ci vivent du travail de ces dames-là. Ce sont d'ailleurs mâles et femelles, de fort bourgeoises créatures venues ici comme d'habitude par mythomanie ou par bêtise, par excès ou par manque d'imagination en somme. De temps en temps, ces messieurs jouent du couteau ou du revolver, mais ne croyez pas qu'ils y tiennent. Le rôle l'exige, voilà tout, et ils meurent de peur en lâchant leur dernière cartouche. Ceci dit, je les trouve plus moraux que les autres, ceux qui tuent en famille, à l'usure. N'avez-vous pas remarqué que notre société s'est organisée pour ce genre de liquidation? Vous avez entendu parler naturellement de ces minuscules poissons des rivières brésiliennes qui s'attaquent par milliers aux nageurs imprudes. Le nettoie, au nageur imprude, le nettoie en quelques instants à petite bouchée rapide et n'en laisse qu'un squelette immaculé. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça leur organisation. Voulez-vous d'une vie propre, comme tout le monde? Vous dites oui, naturellement. Comment dire non? D'accord, on va vous nettoyer. Voilà un métier en famille, des loisirs organisés. Et les petites dents s'attaquent à la chair, jusqu'aux os. Mais je suis injuste. Ce n'est pas leur organisation qu'il faut dire. Elle est là, notre, après tout. C'est à qui nettoiera l'autre. Nettoiera l'autre. On nous apporte enfin notre genièvre, à votre prospérité. Oui, le gorille a ouvert la bouche pour m'appeler docteur. Dans ce pays, tout le monde est docteur ou professeur. Ils aiment à respecter, par bonté et par modestie. Chez eux, du moins, la méchanceté n'est pas une institution nationale. Au demeurant, je ne suis pas médecin. Si vous voulez le savoir, j'étais avocat avant de venir ici. Maintenant, je suis juge pénitent. Pénite, je crois. P-E-N-I-T-E-N-T. E-N-T. Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamence. Pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires? À peu près? Excellente réponse. Judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près en toutes choses. Voyons, permettez-moi de jouer au détective. Vous avez à peu près mon âge. L'œil renseigné des quadragénaires qui ont à peu près fait le tour des choses. Vous êtes à peu près bien habillé, c'est-à-dire comme on l'est chez nous. Vous avez les mains lisses. Donc un bourgeois à peu près, mais un bourgeois raffiné. Branché sur les imparfaits du subjonctif, en effet, prouve 2 fois votre culture puisque vous les reconnaissez d'abord et qu'ils vous agacent ensuite. Enfin, je vous amuse. Ce qui, sans vanité, suppose chez vous une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes donc à peu près, mais qu'importe. Les professions m'intéressent moins que les sectes. Permettez-moi de vous poser 2 questions et n'y répondez que si vous ne les jugez pas indiscrètes. Possédez-vous des richesses? Quelques-unes? Bon. Les avez-vous partagées avec les pauvres? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen?
Si vous n'avez pas pratiqué les Écritures, je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. Je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. Cela vous avance? Vous connaissez donc les Écritures? Décidément, vous m'intéressez. Quant à moi, eh bien, jugez vous-même. Par la taille, les épaules et ce visage dont on m'a souvent dit qu'il était farouche. J'aurais plutôt l'air d'un joueur de rugby, n'est-ce pas? Mais si l'on en juge par les conversations, il faut consentir un peu de raffinement. Le chameau qui a fourni le poil de mon par-dessous, souffrait sans doute de la gale. En revanche, j'ai les ongles faits. Je suis renseigné, moi aussi, et pourtant je me confie à vous sans précaution sur votre seule mine. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis un habitué des bars à matelot du Zidique. Allons, ne cherchez plus. Mon métier est double, voilà tout, comme la créature. Je vous l'ai déjà dit, je suis juge pénitent. Une seule chose est simple dans mon cas, j'en possède rien. Oui, j'étais riche. Non, je n'ai rien partagé avec les autres. Qu'est-ce que cela prouve? Que j'étais aussi un sadducéen? Sadducéenne. Oh, entendez-vous les sirènes du port? Il y aura de brouillard cette nuit sur le Zuiderze. Je ne vois pas comment on prononce, c'est néerlandais. Vous partagez déjà? Pardonnez-moi de vous avoir peut-être retenu. Avec votre permission, vous ne payerez pas. Vous êtes chez moi à Mexico City. J'ai été particulièrement heureux de vous y accueillir. Je serai certainement ici demain, comme les autres soirs, et j'accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre chemin est bien, mais vouriez-vous un inconvénient? Ce serait le plus simple, à ce que je vous accompagne jusqu'au port. De là, en contournant le quartier juif, vous trouverez ces belles avenues où défilent des tramways chargés de fleurs, de musique tonitruante. Tonitruante? Je ne sais pas. Voilà. Votre hôtel est sur l'une d'elles, le Damrak. Après vous, je vous en prie, moi j'habite le quartier juif, ou ce qui s'appelait ainsi jusqu'au moment où nos frères hitlériens y ont fait de la place. Quel lessivage! 75 000 juifs déportés ou assassinés, c'est le nettoyage par le vide. J'admire cette application, cette méthodique patience. Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille. Sans contredit, j'habite sur le lieu d'un des plus grands crimes de l'histoire. Peut-être est-ce cela qui m'aide à comprendre le gorille et sa méfiance. Je peux lutter ainsi contre cette pente de nature qui me porte irrésistiblement à la sympathie. Quand je vois une tête nouvelle, quelqu'un en moi sonne l'alarme. Ralentissez, danger. Même quand la sympathie est la plus forte, je suis sur mes gardes. Savez-vous que dans mon petit village, au cours d'une action de représailles, un officier allemand a courtoisement prié une vieille femme de bien vouloir choisir celui de ses deux filles qui seraient fusillées comme otages? Choisir, imaginez-vous cela. Celui-là? Non, celui-ci. Et le voir partir. N'insistons pas, mais croyez-moi, monsieur, toutes les surprises sont possibles. J'ai connu un cœur pur qui refusait la méfiance. Il était pacifiste, libertaire, il aimait d'un seul amour l'humanité entière et les bêtes. Une âme d'élite, oui, cela est sûr. Eh bien, pendant les dernières guerres de religion, en Europe, il s'était retiré à la campagne. Il avait écrit sur le seuil de sa maison: d'où que vous veniez, entrez et soyez les bienvenus. Qui, selon vous, répondit à cette belle invitation? Des miliciens qui entrèrent comme chez eux et les tripèrent. Oh, pardon, madame, elle n'a d'ailleurs rien compris. Tout ce monde, si tard et malgré la pluie qui n'a pas cessé depuis des jours. Heureusement, il y a
Genièvre, la seule lueur dans cette ténèbres. Sentez-vous la lumière dorée, cuivrée qu'il met en vous? J'ai marché à travers la ville, le soir, dans la chaleur du Genièvre. Je marche de nuit durant, je rêve ou je m'en parle interminablement, comme ce soir, oui, et je crains de vous étourdir un peu. Merci, vous êtes courtois, mais c'est le trop plein. Mais c'est le trop plein. Dès que j'ouvre la bouche, la phrase coule. Ce pays m'inspire. D'ailleurs, j'aime ce peuple, grouillant sur le trottoir, coincé dans un petit espace de maisons et d'eau, cerné par des brumes, des terres froides et la mer fumante comme une lessive. Je l'aime car il est double. Il est ici, il est ailleurs. Mais oui, à écouter leurs pas lourdes sur le pavé gras, à les voir passer pesamment entre leurs boutiques, pleines de harengues dorées et de bijoux couleur de feuilles mortes. Vous croyez sans doute qu'ils sont là ce soir? Vous êtes comme tout le monde. Vous prenez ces braves gens pour une tribu de syndics et de marchands comptant leur écu avec leur chance de vie éternelle, et dont le seul lyrisme consiste à prendre parfois couvert de larges chapeaux des leçons d'anatomie. Vous vous trompez, ils marchent près de nous, il est vrai, et pourtant voyez où se trouve leur tête, dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes. La Hollande est un songe, monsieur, un songe d'or et de fumée. Plus fumant le jour, plus doré la nuit. Et nuit et jour, ce songe est peuplé de Lohengrin comme ceci, filant rêveusement sur leur noire bicyclette à haute guidon, signes funèbres qui tournent sans trêve dans tout le pays autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent la tête dans leur nuée cuivrée, ils roulent en rond, ils prient, somnambules dans l'encens doré de la brume, ils ne sont plus là. Ils sont partis à des milliers de kilomètres vers Java, l'île lointaine. Ils prient ces dieux grimaçants de l'Indonésie, dont ils ont garni toutes leurs vitrines, et qui errent en ce moment au-dessus de nous avant de s'accrocher, comme des singes somptueux, aux enseignes, au toit, en escalier, pour rappeler à ces colons nostalgiques que la Hollande n'est pas seulement l'Europe des marchands, mais la mer qui mène à Cipango et à ces îles où les hommes morts, fous et auront.